Bonjour, bonsoir, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Bienvenue encore sur cette série sur les preuves de l'existence de Dieu. En réalité, il ne s'agit pas de convaincre ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, mais il s'agit de donner assez d'éléments pour ceux qui justement ont la certitude que Dieu existe, mais qui justement sont embrouillés par ces gens-là qui disent que la science dit quelque chose et son contraire, et ceux-là qui maximisent la science en faisant croire que la science explique tout. La science, en fait, n'est qu'une méthodologie qui, en fait, permet de vérifier certaines connaissances. Et or, en réalité, les connaissances sont très limitées. Parce que le monde matériel, nous avons la preuve que le monde matériel n'est pas le seul monde, il y a le monde immatériel. Et dans ce sens-là, nous regardons les preuves scientifiques sur l'existence de Dieu. La dernière fois, nous avons vu la preuve du Kalam, la preuve cosmologique du Kalam, qui justement permettait de mettre en exergue la cause et une causée. De façon basique, la cause et une causée est la cause première à toute chose. Toute chose a une cause, et il n'existe rien sans cause. Or, la cause qui crée une chose, en fait, n'a pas la même nature que la chose qu'elle crée. C'est pourquoi nous pouvons voir justement que lorsque l'être humain fabrique, par exemple, un véhicule, l'être humain n'est pas de même nature que le véhicule et le véhicule ne doit pas s'attendre à ce que le véhicule ne doit pas dire que comme je n'arrive pas à me reproduire, la personne qui m'a fabriqué aussi ne devrait pas se reproduire. C'est pour ça que l'être humain généralement applique les règles humaines à Dieu, alors que Dieu n'est pas un homme. Dieu est externe à l'homme. Et dans ce sens-là, Dieu aussi est externe au temps, parce que le temps n'est lié qu'à l'univers. L'univers lui-même a un début, a un T0. Donc le temps n'existe que par rapport à l'univers. Or, la cause incréée n'est pas liée aux effets. Dans ce sens-là, on peut se rendre compte que le temps a un début et le temps a une fin. Et la personne qui a créé donc l'univers et le temps ne peut être graduée ni soumis au temps. Et l'univers aussi, c'est l'espace et le temps. L'univers, c'est dans sa composante espace, la personne qui a créé l'univers donc ne peut pas être liée à l'espace. Pour qu'on puisse dire Dieu est où? J'ai regardé au ciel. J'ai suivi des gens très apparemment intelligents. Ce n'est pas parce qu'on a un, professeur, un diplôme de docteur à une branche de la science que ça veut dire qu'on est hyper savant. Mais des gens disent que Dieu n'existe pas parce que lorsqu'ils ont pris l'avion, ils étaient au ciel, ils n'ont pas vu Dieu. En réalité, c'est une bêtise à se dire comment ils ont fait pour avoir leur diplôme. Mais bon, pour dire, en fait, la diplomique, pour les diplômes, c'est juste des parchemins qu'on donne par rapport à des spécificités, à des branches spécifiques. Ce n'est pas pour dire qu'on est forcément compétent dans plusieurs autres domaines. Et dans ce cas, particulièrement sur cette... Aujourd'hui, nous allons voir la seconde preuve d'existence de Dieu. Nous allons voir la preuve du fine-tuning. Et nous faisons exprès de ne pas entrer dans des considérations très scientifiques, mais nous donnons des pistes, des éléments, et à la fin, nous allons donner l'ensemble des livres et l'ensemble des liens qui permettent en fait d'aller plus en profondeur de ces éléments-là. Mais la preuve cosmologique du Kalam, il faudra vraiment aller en profondeur pour ceux qui veulent aller en profondeur, mais c'est justement la preuve qui définit qu'il y a une cause première à toute chose et que cette cause première-là n'a pas de cause. Et c'est ça la cause incausée. Et dans ce sens-là, on peut se rendre compte que la cause incausée ne peut pas être appliquée à la reproduction. Pourquoi? On va dire l'être humain a un parent, le parent a un parent, ainsi de suite, ainsi. Mais si on remonte jusqu'au dernier, on va dire qui est le parent du premier parent. À ce moment, on va encore revoir la cause incausée. Donc, il ne faudra pas dire que, par exemple, disons le grain de riz. Le grain de riz vient d'où? Ça vient de la semence de riz. La semence de riz vient d'où? Des parents de la semence de riz. Jusqu'on remonte. Mais le premier grain de riz vient d'où? Il vient de la cause incausée. Il ne vient pas de nulle part. Donc, ne confondons pas la reproduction de dire que l'être humain vient de ses deux parents. Et ainsi de suite, on remonte jusqu'en haut. Avec le fait qu'on va dire que les causes aussi viennent des causes parentes. Non. En réalité, lorsqu'on regarde, on va te dire donc le parent des parents, qu'on dise qui étaient les parents là, le premier parent venait d'où? Lorsqu'on applique cela au rat, on se rend compte que le premier rat venait d'où? Ce n'est pas parce qu'on a des millions de rats. Le premier rat venait d'où? Et ainsi de suite.
Et lorsqu'on migre ça sur le temps, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui permettent donc de voir que la preuve du calame est évidente, très évidente même, pour ceux qui généralement veulent comprendre. Et aujourd'hui, nous parlons du fine-tuning. Le fine-tuning, c'est quoi? Terre à terre, comme à la maternelle, c'est pour dire quoi? C'est pour dire dans l'univers. Parce que la science, en fait, ce n'est que la traduction de perceptible par les lois. Donc la science, en fait, c'est un ensemble de connaissances qu'on a vérifiées à travers les lois. Or, ces connaissances-là ne sont que la compréhension que nous faisons. Et deuxièmement, ces connaissances-là sont soumises à des lois. Lorsqu'on dit que le poids, c'est la masse fois la gravité, lorsqu'on dit que la vitesse, c'est je ne sais pas moi, quelle formule? La vitesse, c'est la distance sur le temps, et ainsi de suite. Ça, ce sont des lois qui ne sont pas, ce n'est pas la science qui les crée. Ce sont des lois qui existent. Ça veut dire, lorsque quelque chose va rapidement, dans l'axe du temps, on peut, puisque le temps existe toujours, on peut dire qu'il y a un temps où cette chose a commencé à bouger et il y a un temps actuel où on a vu cette chose-là, où le temps où cette chose-là a fini. On peut donc voir le temps du déplacement. Or, puisque l'univers, c'est l'espace et le temps, cette chose-là, si elle a bougé, ça veut dire qu'elle est quittée d'un espace E0 à un espace ET. Et dans ce cas-là, on peut voir que la distance parcourue divisée par le temps qu'il a mis va donner la vitesse. Si la distance est grande et le temps est petit, on va attendre que la vitesse aussi est petite. Ce sont des lois qui existent déjà. Ce n'est pas la science qui crée cela. C'est juste des observations. Et dans ce cas, donc, on peut se rendre compte que pour les lois, parce qu'il y a des milliers de lois, d'autres qu'on n'a même pas encore compris, d'autres on étudie encore, ainsi de suite. Et parmi ces milliers de lois-là, il y a donc des valeurs qu'on appelle des constantes. Donc, il y a des valeurs qu'on ne sait pas. Il y a des concepts, voilà. Des concepts qu'on connaît leurs valeurs. Et ces concepts-là ont des valeurs spécifiques. Or, le problème, c'est quoi? C'est que les valeurs de ces concepts-là, en réalité, si elles avaient changé, ou si elles changent, le monde ne serait plus le même qu'on connaît. Si la valeur de ces concepts-là change, soit le monde va se détruire, va s'effondrer sur lui-même, va disparaître, va exploser, ainsi de suite. Donc ces valeurs-là sont de telle sorte que on ne peut pas dire que la valeur d'une de ces constantes, par exemple, c'est 2,5. Si à un moment donné, la science montre que si elles avaient été, par exemple, 2,4, si un jour, on ne sait pas par quel miracle, elles deviennent 2,4 ou 2,6, le monde disparaît. Prenons l'exemple, par exemple, le G. Le G qui est la force de gravité. En réalité, le G est borné à 10, c'est 9,8 quelque chose, 89, ainsi de suite, ou 85, mais on borne à 10. Mais en réalité, si la valeur de G un jour passe à 11, ou ça passe à 8, la vie n'existe plus parce que tout tombe, tout va tomber. Parce que c'est la force, c'est une constante de gravité. Et dans ce sens-là, il y a tellement de constantes comme ça dont nous allons parler. Et la théorie du fine-tuning nous dit en réalité que des très grandes constantes ont des valeurs qui ne pourraient pas tenir. En réalité, l'univers ne pourrait pas tenir si ces valeurs-là n'avaient pas été celles-là. On va donner l'exemple de certaines valeurs, des constantes qui soutiennent l'univers et qui personne ne connaît pourquoi elles sont valeurs-là. Mais elles ont ces valeurs-là, mais on sait quand même que si elles avaient changé de valeur et que si un jour elles changent de valeur, tout se détruit. Donc on ne peut pas dire que ces valeurs-là ont pris ces concepts-là ont pris ces valeurs-là par hasard. La force de gravité dont je venais de parler, c'est une de ces valeurs-là. L'interaction forte, l'interaction entre deux planètes par exemple. Si un jour l'interaction entre la planète Mars et la planète Terre change, vous voyez que les deux soit vont se coller et s'écraser l'une sur l'autre, soit les deux vont s'éloigner. Et si elles s'éloignent, on ne sait pas ce qui va arriver. Pourquoi? Imaginez l'interaction entre la Lune par exemple et la Terre est constante. Si un jour les deux s'éloignent, il n'y aura plus de vagues. Plus de vagues veut dire la mer ne va plus bouger. La mer ne va plus bouger veut dire que la vie va mourir dans la mer. Et la vie meurt dans la mer veut dire que la vie va mourir sur terre, ainsi de suite.
Vous voyez pourquoi? Dès le début, cette valeur-là est spécifique et si elle change, la vie se détruit sur Terre. L'interaction faible aussi, c'est l'interaction au niveau des atomes. Ça veut dire, on a des atomes qui sont faits des noyaux et des électrons. Les électrons sont des particules qui se trouvent partout au même moment. Ce n'est pas parce qu'à l'école, on dessine l'électron qui tourne autour du noyau. Ça fait une représentation. Mais l'électron en tout, selon l'électron en fait, est partout au même moment. Et c'est là donc intervient justement une autre spécificité qui fait croire aux gens qu'on doit dire Dieu est où? Je suis allé au ciel, je ne l'ai pas vu. Dieu est partout au même moment parce que l'électron seulement déjà est partout au même moment. Or, d'une matière à une autre, d'une molécule à une autre, d'un élément à un autre, la distance qu'il y a entre le noyau et l'électron est spécifique. Et si cette distance-là change, ça veut dire que la structure de la matière va changer. Et si cette structure de la matière change, tout est remis en question et tout disparaît. Ça veut dire à un moment donné, quelque chose est dur. Cette chose est due parce que la distance entre le noyau et les électrons qui constituent cet élément ne change pas. Si ça change en réalité, on pourrait envoyer le doigt et ça traverse. Imaginez dans un monde dans lequel les choses solides dorénavant laissent passer les choses parce que la distance a changé. Je simplifie au maximum pour que les uns et les autres puissent comprendre. Ça veut dire que tu vas t'asseoir sur une chaise et descendre. Quand tu vas descendre, tu vas aller au sol, tu vas traverser le sol et entrer ainsi de suite. Tout va descendre et tout va s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'une distance, une constante a changé. Vous voyez pourquoi en fait, ces constantes-là, et si cette valeur-là change même juste un peu, rien ne serait plus la même. Et ne parlons pas de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est encore une autre constante. C'est 2,9. En fait, c'est 3000, je pense 3000, je dis de mémoire. Je pense 300 000 km par seconde, ou je ne sais pas, un truc comme ça, mais c'est qu'il y a 3 avec beaucoup de zéros. Si cette vitesse-là change, à un moment donné, ça veut dire que quand le soleil va briller, la lumière du soleil va prendre plus de temps pour arriver sur Terre. Et pendant ce temps, les choses qui avaient besoin de la lumière du soleil vont mourir. Et si ces choses-là meurent, toute la vie qui dépend meurt aussi. Ou si la vitesse du soleil est plus rapide. Si c'est plus rapide, tout ce que le soleil va envoyer, ça va arriver plus rapidement ici. Et si ça arrive plus rapidement, mais si nous serons grillés en quelques secondes. Donc, ce sont des constantes comme ça qui, on ne peut pas dire que c'est du hasard qu'elles ont pris ces valeurs-là. On a la constante de Planck qui, vraiment, je fais l'effort pour qu'on n'aille pas trop à l'intérieur des choses mathématiques. Il y a la constante de Boltzmann. Ce sont des constantes qui ont des valeurs spécifiques. On a la charge du proton. Si un jour la charge du proton change, tout disparaît. On a la masse de l'électron. On a la vitesse d'expansion de l'univers. Or, la vitesse d'expansion de l'univers elle-même, puisqu'on sait que la vitesse est un rapport de la distance sur le temps. Or, le temps n'existe que par rapport à l'univers. Sans l'univers, pas de temps. C'est pourtant la cause incausée qui a créé l'univers et en même temps le temps ne peut pas être lié à l'univers et le temps. Donc quand on voit des êtres humains venir dans l'univers et la science en fait n'existe pas sans l'univers. Venir dans l'univers, vouloir chercher Dieu, ainsi de suite, mettre Dieu dans l'univers, c'est assez étonnant. Et en réalité ces constantes-là, celles les plus connues aujourd'hui, on en a 30. On a 30 constantes dans l'univers qui ont été identifiées et qui ont des valeurs spécifiques. Chacun peut étudier ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, on se rend compte que si elles diminuent d'un micro ou si elles augmentent d'un micro, tout se détruit. Parce que ces nombres sont extrêmement précis. Et personne ne peut changer ces valeurs-là. Et on ne connaît pas pourquoi on a ces valeurs-là sont celles-là. On a juste vu ces valeurs-là. Par exemple, la vitesse de la lumière, ce n'est pas l'homme qui a donné. L'homme, on n'a pas la lumière ou la cause est incausée. Dieu n'a pas eu besoin de chercher si l'homme comprend ou pas pour mettre que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde, un truc comme ça, et ainsi de suite. Et dans ce sens-là, on peut voir que si nous ne faisons pas attention, nous allons aller dans la bêtise de croire que cette sainte valeur-là aurait pu être
d'écouler en fait du néant. Parce que c'est ces valeurs-là qui permettent la vie. Ce sont ces valeurs-là qui maintiennent la vie. Ce sont ces valeurs constantes-là qui permettent à la vie d'exister et maintenir et qui maintiennent la vie en même temps. Ça permet la vie et ça maintient la vie. Donc si la vitesse, par exemple, de la lumière change, la vie va être détruite sur Terre. Pourquoi? Parce que le soleil va griller tout ce qui vit sur Terre. Si la gravité change, la vie va être détruite parce que tout va tomber, tout va s'effondrer. Si l'espace entre les atomes, ou l'atome et les électrons changent, les choses vont commencer à s'effondrer sur elles-mêmes, ainsi de suite. Donc, ici, ces constantes-là existent et ont des valeurs spécifiques, mais aussi ces constantes-là doivent être vues sur le prisme de la vie qu'elles maintiennent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quoi la vie? La vie, c'est la capacité, c'est une capacité. La vie n'est pas... c'est un peu comme quand on dit créer. En fait, on va parler de la création après. Mais la vie, c'est une capacité pour un système de s'organiser pour, extraire de l'énergie de son environnement, survivre et se reproduire. Ça veut dire si un jour, vous voyez des morceaux de cailloux qui s'organisent ensemble, qui interagissent ensemble entre eux les cailloux, pour extraire l'énergie de l'environnement. Parce qu'on ne peut pas vivre si on n'extrait pas de l'énergie dans l'environnement. Parce que la vie, en fait, est un système, est un effet qui a une cause. Et c'est pour ça qu'on revient encore à la cause et à une causée. Parce que les systèmes qui sont des conséquences des causes et qui n'ont pas la vie, en réalité, sont des systèmes qui ne peuvent pas causer la vie. Le caillou ne peut pas causer la vie. Une plante peut causer la vie parce que dans la plante, il y a des organisations qui permettent d'extraire l'énergie de l'environnement pour survivre déjà, pour continuer à s'organiser et à gérer en fait la reproduction. Parce que la vie, c'est une existence dans l'espace et dans le temps aussi. Parce que tout ce qui vit tend en réalité à persister dans le temps. Et pour persister dans le temps, c'est à travers la reproduction. Pourquoi? Parce que la deuxième loi de thermodynamique dit que à terre, comme au quartier, dit que tout ce qui vit tend à mourir. Or, prenons les cailloux comme je parle. Si vous voyez un jour un ensemble de cailloux en train d'interagir pour extraire l'énergie autour d'eux, soit dans le sable, soit dans les plantes, soit dans le sol, et pour continuer à interagir, et pour permettre à créer d'autres petits cailloux. Sachez donc que ce système de cailloux vit. C'est vrai que les cailloux ne vivent pas, mais lorsqu'on applique ça donc aux animaux, aux plantes et aux humains, même aux microbes, on se rend compte que les microbes donc en réalité s'organisent pour en fait extraire de l'énergie de l'environnement et mettre sur pied des mécanismes pour se reproduire. Or, les virus ne vivent pas. Pourquoi? Parce que les virus ne s'organisent pas pour extraire l'énergie. Malgré le fait que pour se reproduire, les virus, en fait, piratent l'ARN. Les virus s'incrustent dans quelque chose qui est habitué à se reproduire. Et pendant que ces choses-là vont se reproduire, ça reproduit aussi les virus. Donc les virus sont une sorte de parasites. Mais sans aller justement dans ces éléments-là au risque de n'importe qui lit le fonctionnement de l'ARN messager, l'ARN de transmission, et ainsi de suite, on peut voir comment toutes ces choses-là fonctionnent. Et en lisant aussi sur les virus, parce que demain, quand ils vont venir nous créer des virus, il faudrait aussi comprendre ces différences-là. Mais restons spécifiquement dans le cas de... Excusez-moi. Restons spécifiquement dans le cas de des constantes. Ces constantes-là, donc, sont des constantes qui permettent de maintenir la vie. Et pour ça, donc, il faut exactement savoir ce qu'on peut appeler la vie. Et dans ce sens-là, nous allons prendre un exemple.
Ces constantes-là sont tellement puissantes et tellement grandes que le cerveau humain pourrait ne pas vraiment être à même de comprendre certaines choses. Un exemple, l'ensemble des atomes qu'il y a dans l'univers est estimé à 10 puissance 80. 10 fois 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 80 fois. On estime donc que si on prend l'univers dans la main, si on prend l'univers comme cette boîte-ci dans la main, et que ce truc noir c'est l'univers, l'ensemble des atomes contenus dans cet univers c'est 10 puissance 80. Ok. Puisque l'univers s'étend, ça veut dire que l'univers donc a des limites. On a même la vitesse d'expansion de l'univers. Deuxième élément, ça c'est parce qu'on parlait de l'espace. Maintenant, par rapport au temps, le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le Big Bang sont estimés à 10 puissance 17 secondes. Donc, depuis T0 du temps, le temps lui-même a une valeur, a une estimation. Le temps, jusqu'à aujourd'hui, est estimé à 10 puissance 17. Et dans ce sens-là, on peut se rendre compte que ces constantes dont nous parlons sont généralement plus puissantes et plus grandes que celles-ci. Les causes de ces constantes ne sont pas forcément, ne sont pas toutes connues et elles ne peuvent pas être dues au hasard. Elles sont dues à la cause imposée. Parce que ces constantes-là ne pouvaient pas être cette valeur-là s'il n'y avait pas une intelligence qui les a donné cette valeur-là. Et cette intelligence-là, c'est une intelligence qui n'est pas liée à la science ni à l'univers. C'est une intelligence supérieure qui a donné ces valeurs-là à ces constants-là pour maintenir la vie. La vie est maintenue pas par hasard, la vie est maintenue parce que une cause a donné un ensemble de valeurs à certaines choses et ces valeurs-là sont tellement efficaces et efficaces que si ces valeurs-là changent, ou si elles avaient changé, ou si elles avaient été autre chose, la vie n'aurait pas existé. Et on ne peut donc pas dire que c'est du hasard. Ce n'est pas d'une valeur qu'il s'agit, ce n'est pas de deux, ce n'est pas de trois. Pour le moment, celle qu'on a compris, c'est 30. 30 valeurs ne peuvent pas être données à une valeur exacte par hasard. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas débarquer un jour, tu prends un livre comme celui-ci. Crime rituel, loge, secte, pouvoir et drogue, alcool au Cameroun. Par Charles Tebaïni. Tu ne peux pas prendre un livre comme celui-ci. Tu ouvres une première page. Tu vois un ensemble de caractères. Tu lis, tu te rends compte que les caractères ont un sens. Tu aurais pu lire Sebra, Kabou, Didi, Pati, Petit, Tati. En ce moment, tu pourrais dire que bon, c'est le hasard. Mais lorsque tu lis, tu te rends compte que c'est un sens. Tu lis une deuxième page, c'est un sens. Une troisième page, c'est un sens. Après, tu viens dire que ces caractères-là étaient là par hasard. Si c'était là par hasard, pourquoi c'est un sens et ça maintient le sens? Pourquoi ces caractères-là, on a versé comme ça? C'est tombé du ciel. Pourquoi ça a un sens? Sur une page, sur deux pages, sur trois pages. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très important. Et la probabilité pour que ces valeurs-là pour que ces grandeurs et ces valeurs-là au hasard, ça a été calculé par des mathématiciens. Et cette probabilité, c'est 1 sur 10 puissance 40. 1 sur 10 puissance 40. Le cerveau ne peut pas imaginer la grandeur de ça. Maintenant, si on veut imaginer la grandeur de ça, prenons par exemple l'Afrique. Prenons la surface de l'Afrique. On prend les pièces du colon, les pièces de monnaie, les pièces de 50 francs, CFA. Nous sommes en Afrique centrale. On parle sur toute la surface de l'Afrique, on met pièce par pièce, on recouvre toute la surface de l'Afrique des pièces de 50 francs. Et maintenant,
On est en train de... Je vous donne une estimation de la valeur de 1 sur 10 puissance moins 40. On recouvre donc toute la surface de l'Afrique des pièces. Imaginez seulement quand vous voyagez d'une ville à une autre, comment vous dormez dans la voiture, vous voyez les forêts partout. Il y a bien dit toute l'Afrique, il n'y a pas dit seulement la partie que vous voyez dans le car là, ou dans l'avion là. Toute l'Afrique, on recouvre des pièces. Et qu'on empile les pièces de la hauteur de la Terre jusqu'à la Lune. On empile les tas de pièces comme ça, jusqu'à la Lune, jusqu'à la Lune, jusqu'à la Lune, partout sur toute l'Afrique. Et on part donc dans toutes ces pièces-là, on jette une pièce rouge. Dans toutes ces pièces-là, on jette une pièce rouge. La probabilité pour qu'un aveugle envoie sa main et prenne la pièce rouge là, c'est 1 sur 10 puissance 40 dont je parle. Donc, c'est pour vous dire que la probabilité, excusez-moi, la probabilité pour que les constantes dont je parle ici est cette valeur exacte là, pour que ce soit du hasard, c'est exactement la même probabilité d'empiler toutes les pièces sur toute l'étendue de l'Afrique, de la Terre jusqu'à la Lune. Chaque pile. Donc, chaque pile de pièces quitte de la Terre jusqu'à la Lune, sur toute l'étendue de l'Afrique. Et on jette une pièce rouge dedans. Et on dit à un aveugle de tirer. Si l'aveugle envoie sa main, il tire une pièce rouge. La probabilité est de 1 sur 10 puissance 40. Et une autre estimation de cette probabilité, c'est quoi? C'est que un aveugle reste ici. Il tire une flèche. Paf. Et la flèche s'en va à la borne de l'univers. Ça touche une cible d'1 centimètre. Donc, quelqu'un qui reste ici tire une flèche. Ça s'en va à la borne de l'univers toucher la cible d'épaisseur 1 cm. C'est encore la probabilité pour que ça arrive, c'est de 1 sur 10 puissance 40. Comme pour dire que c'est inimaginable cette probabilité-là, parce qu'elle est infiniment inexistante carrément. Et donc, c'est la même probabilité pour que les constantes, les 30 constantes qui gèrent la vie dans l'univers aient été valuées, aient eu cette valeur-là par hasard. Donc, il faut exactement comprendre ça. Donc, la science met en exergue ces valeurs-là, mais la science peut dire le comment, mais pas le pourquoi ces valeurs-là sont comme ça. Quand on dit même la constante de Planck, c'est parce que Planck, dans ses travaux, il a découvert des lois, et dans ces lois-là, il y avait une constante, quelque chose qui ne changeait pas, qui exprimait ces lois-là. Il a juste découvert cette constante-là. Et cette constante-là, il peut expliquer le comment, mais il ne peut pas savoir pourquoi ça a cette valeur-là. Parce que ce n'est pas Planck qui a donné ces valeurs-là. Planck a juste découvert que pour que telle chose ait cette valeur-ci, pour que telle combinaison donne ceci, cela, il faut qu'il y ait une constante qui a telle valeur. En fait, cette valeur-là, ça s'appelle la constante, par exemple, de Planck. Il y a celle de Boltzmann, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en réalité, Dieu est hors de l'espace-temps, Dieu est hors du temps, Dieu est hors de tous ces éléments-là. On ne peut donc pas, à un moment donné, lier les règles qui soutiennent la vie sont gardées par des lois. Et ces lois-là ont des constantes qui ont des valeurs qui n'auraient pas pu être autres que ces valeurs-là. Et si un jour ces valeurs-là changent en moins ou en plus d'une microseconde, alors naturellement, on va être détruit et la vie ne va plus exister. Voilà donc pour la preuve du fine-tuning. Et vous pourrez aller plus en profondeur en regardant les 30 lois, les 30 constantes déjà étudiées par la science de l'univers. Quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs interactions par rapport à la vie. Le plus important est de savoir que ces constantes-là, en fait, maintiennent la vie. Et la vie ne peut pas exister si ces constantes-là changent de valeur. Or, le hasard, en fait,
définie selon l'entropie, selon la deuxième loi de la thermodynamique, que l'entropie, en fait, tend à s'annuler avec le temps. Ça veut dire que la vie, en réalité, si ces constantes-là étaient définies par l'univers, ces constantes-là devaient donc changer au fil du temps pour revenir à zéro, pour revenir à la normale, en fait. Même si c'est la normale peut être zéro, la normale peut être du moins à sa valeur la plus normale. Et si elle change, en réalité, elle revient à sa valeur la plus normale, la vie ne peut plus exister. Donc voilà un peu un élément qui nous permet en fait de parler encore de l'existence de Dieu et de voir les merveilles de la science, de voir les merveilles de Dieu à travers la science et d'éviter justement les gens qui vont venir demain dire que la science a dit ceci, la science a dit cela. La science elle-même est bouche bée face à la grandeur de la cause imposée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de suivre la série. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça nous ferait plaisir de partager la vidéo et de cliquer sur la cloche de notification. À bientôt sur la troisième partie qui va parler de la preuve par la conscience. La conscience humaine est une preuve naturelle que Dieu en fait existe et que la cause incréée est très puissante.